Essayer. Voilà. Bonjour. Bonjour à toutes et à tous. Donc, je suis Fatia Lukéal. Je suis travailleuse sociale dans un centre de formation à Amiens. D'où le retard, je viens d'Amiens et mon train, il y a eu des perturbations, la SNCF. D'où mon arrivée tardive, je m'en excuse. Mais voilà, donc Michel Moubaraki m'a invité, m'a donné l'honneur, m'a accordé l'honneur d'être modératrice. Je vous avoue que je ne l'ai jamais fait. Mais c'est une expérience qui va m'apporter, je n'en doute pas. Et je suis contente d'intervenir aujourd'hui dans le cadre de cette journée concernant les violences faites aux femmes. Car en tant que travailleuse sociale, alors je ne vais pas parler en experte parce que je ne le suis pas, mais je suis du coup une interlocutrice qui va permettre de faire prendre connaissance au public que je reçois de leurs droits et ensuite leur apporter l'information qui peut les aider. En fin de journée, je témoignerai justement de mon rôle dans ce cadre-là. Donc là, pour parler un petit peu de ce que je fais au quotidien, le centre de formation pour lequel je travaille, c'est l'AEFTI. Et l'AEFTI travaille dans l'accompagnement d'un public bénéficiaire du RSA. Donc on travaille pour le conseil départemental de la Somme. Donc on a des personnes qui nous sont orientées dans le cadre de leur parcours d'insertion professionnelle, mais on intervient aussi dans le cadre de la formation civique auprès d'un public qui nous est orienté par l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Voilà pour ma présentation et je vais me donner la parole à Madame Isabelle Gillette-Faye, directrice générale de la Fédération nationale GAMS, qui va parler des mutilations sexuelles féminines et parler notamment de la campagne européenne qui a été lancée le 17 mai 2025 relative aux parents protecteurs. Je peux ajouter, avec la permission de ma chère amie Gillette, que c'est une grande dame que j'ai connue il y a des années, des décennies. Donc on a bataillé ensemble pour l'égalité, pour la citoyenneté et surtout pour la lutte contre les violences envers les femmes. Merci beaucoup. Merci Mohamed. Oui, alors ça fait assez ancien combattant et combattante, mais ça fait plaisir de retrouver certaines personnes que j'ai pas eu l'occasion de voir depuis un certain temps. Et c'est toujours agréable de rencontrer aussi de nouvelles personnes engagées sur nos combats. Parce que voilà, il faut jamais se dire que les choses sont acquises. Malheureusement, il faut toujours continuer à remettre les choses sur le métier, comme dirait l'autre. Donc, il est 11h12, donc j'ai 30 minutes. Je vais essayer de faire je vais essayer j'ai 20 minutes d'exposé, donc je vais essayer de vous faire un exposé relativement synthétique. Et je vais vous demander déjà de faire un premier effort. Je ne sais pas si vous vous rappelez la première fois où vous avez entendu le mot excision. Dans quel contexte c'était, à quel moment c'était, aux mutilations sexuelles féminines. Alors, si vous n'êtes pas de la Gen Z, vous avez été voir... à l'époque, on avait une encyclopédie qui ne s'appelait pas Wikipédia, mais qui s'appelait Universalis, où vous avez été voir dans le Larousse ou dans le Petit Robert, peu importe, en tout cas, c'était pas TikTok, pour vous renseigner sur le sujet. Et là, en général, peu importe son âge, peu importe son origine, peu importe sa profession, etc., la première réaction, c'est l'horreur. Pourquoi ? Parce que vous comprenez qu'on coupe à vif une partie des chairs d'un être humain, notamment une femme, notamment une petite fille, et que ça se fait, peu importe les conditions dans lesquelles ça se passe, en tout cas ça se fait dans la plus grande douleur et de façon extrêmement terrifiante pour l'enfant ou pour la personne qui le subit. Donc ça, déjà, vous êtes horrifié, vous vous dites, mais comment est-ce possible ? Comment ça puisse se produire ? Comment un être humain peut, sur un autre être humain, faire la même chose ? Puis en plus, à l'époque, on connaissait pas bien la thématique et ça m'arrive toujours. J'ai encore des stéréotypes où des personnes me disent « Ah, mais c'est la mère qui excise elle-même l'enfant. Ah, mais c'est la mère qui est responsable de tout. Ah, mais ce sont des femmes qui excisent d'autres femmes. » Donc les agresseurs, ce sont les femmes. Donc en fait, voilà, au début, c'était très
très compliqué et ça me paraissait un peu embrouillé, tout ça. Puis après, vous aviez des personnes qui étaient plus dans le relativisme culturel, qui vous disaient « Ah oui, mais vous comprenez, c'est leur tradition, c'est leur culture, on ne peut pas juger, on ferait du néocolonialisme si on se permettait. » C'est sûr que pendant la colonisation, on a fait énormément pour lutter contre les mutilations sexuelles féminines. Donc c'est sûr que la néocolonisation, elle, allait rattraper ce que la colonisation n'avait pas fait, la lutte contre les violences faites aux femmes. En tout cas, pour la colonisation française. La colonisation britannique, il y a aucune qualité à la colonisation, quelle qu'elle soit, mais en tout cas, les Britanniques avaient compris, eux, depuis très longtemps, qu'il fallait intervenir sur le sujet. Mais en tout cas, ce n'était absolument pas le cas de la France, en tout cas. Donc, les choses ont évolué petit à petit, et en particulier, Mohamed le précisait tout à l'heure, effectivement, on a eu la mort de plusieurs enfants au début des années 80 sur le territoire national des suites de leur excision, et là, deux philosophies sont apparues. La philosophie de la CAMS, la Commission pour l'abolition des mutilations sexuelles féminines, qui s'est dit non se porte partie civile dans les procès parce que la victime c'est l'enfant et ce n'est pas les parents. C'est-à-dire qu'en fait, il faut distinguer la question de la protection de l'enfance et quitte à paraître raciste, discriminant, etc. On assume, puisque est-ce qu'on se poserait pas la même question? Est-ce que la question serait la même si cette petite fille, elle était blonde aux yeux bleus d'origine bretonne, ou cette petite fille, elle a une peau un peu plus sombre, ou un peu plus, j'ai envie de dire, plutôt d'origine asiatique, etc. Donc, est-ce qu'on se poserait la question selon l'origine? En fait, au final, c'est une affaire franco-française parce que nos mères bretonnes, qui n'avaient aucun rapport avec des pays ou des communautés pratiquant les mutilations sexuelles féminines, qui a été jugée parce que, entre autres maltraitances, elle a coupé une partie du sexe de sa fille. Et ça, c'était en Bretagne. D'accord ? Et c'est suite à cet arrêt de la Cour de cassation qu'effectivement, des familles d'origine africaine subsaharienne notamment, ont été jugées et condamnées en France en cour d'assises pour avoir pratiqué l'excision, soit sur le territoire français, soit en dehors du territoire français, puisque maintenant, depuis 2006, on ne s'intéresse plus à la nationalité de la personne. C'est une des rares fois où on ne vous pose pas la question de savoir si vous avez des papiers ou pas de papiers. À partir du moment où vous avez une enfant qui est en risque de mutilation sexuelle féminine, on doit tout faire pour la protéger dans le cadre de la protection de l'enfance. Et puis, une deuxième voix s'est fait entendre d'une autre philosophie, qui était celle du GAMS, donc notre fédération aujourd'hui, qui était de dire mais vous êtes bien gentils avec votre loi, mais qu'est-ce que vont comprendre les familles? Les familles, elles viennent de régions et de communautés où, contrairement à vous, sous-entendu les Blancs, la norme, c'est que toutes les femmes soient mutilées à un moment de leur vie. Donc ces femmes, elles arrivent de régions du monde où pour elles, la norme, c'est l'excision pour toutes les filles et toutes les femmes. Et vous arrivez, vous leur dites, c'est interdit par la loi. Comment voulez-vous qu'elles comprennent? Qu'est-ce qu'elles vont faire, ces familles? Elles vont prendre les enfants, elles vont les ramener au pays d'origine pendant l'été, vous les ramener et vous dire, mais j'ai respecté la loi française puisque je n'ai pas fait exciser mon enfant sur le sol français. Donc vous ne pouvez pas me reprocher d'avoir pratiqué les mutilations sexuelles féminines. Donc mes collègues, qui étaient notamment des femmes d'origine africaine subsaharienne, parce que dans tous les combats, dans toutes les causes, on a des grandes héroïnes. Voilà. Donc moi j'ai eu la chance de travailler avec beaucoup d'entre elles, et je continue à travailler avec elles depuis maintenant près de 35 ans. Et donc, elles nous ont appris que ces familles, il fallait les sensibiliser sur le territoire national, parce que si on ne les sensibilisait pas nous, ici, et qu'on n'encourageait pas nos collègues dans les pays du Sud à pouvoir mener des campagnes de prévention, on continuerait à déplorer. Alors là, aujourd'hui, voilà, on a 230 millions de femmes dans le monde survivantes des mutilations sexuelles féminines. Si on fait rien, ça va continuer. On l'a vu, on voit pour les féminicides, malgré j'ai envie de dire, les actions qui sont menées pour lutter contre les violences faites aux femmes, malheureusement, ceci augmente. Donc, c'est vraiment important de réfléchir comment on peut prévenir ces pratiques, comment on peut les empêcher.
Donc là, vous aviez en général deux façons de penser qui s'opposaient. Une ultra-légaliste qui était de dire il faut appliquer le droit, il faut appliquer le droit, il faut appliquer le droit. Les parents ont certes des circonstances atténuantes, mais il n'en demeure pas moins qu'il y a une victime et c'est l'enfant. Et donc nous qui étions plus sur cet aspect sensibilisation, prévention, formation des professionnels qui sont en contact de des populations concernées, création d'outils nouveaux, différents, tout le temps. On est tout le temps en train d'inventer de nouvelles choses pour pouvoir faire de la prévention. Et puis, à la suite de tout ce travail, que ce soit au sud ou au nord, on s'est dit, on a trouvé la solution. On va médicaliser la pratique. Puisque vous nous dites que on emmène l'enfant chez l'exciseuse qui va la couper avec un couteau rouillé, etc., nous, on va faire ça bien, dans un cadre médical, avec un scalpel propre, et donc tout va rentrer dans l'ordre. Sauf qu'au final, les mutilations sexuelles féminines, en termes de conséquences pour la santé, c'est pas que le fait d'être excisé à vif par une exciseuse traditionnelle qui peut provoquer des problèmes de santé, c'est l'acte en lui-même qui peut provoquer des problèmes de santé. Donc il a fallu faire tout un travail par rapport à ça, et nous avons enfin obtenu que l'Organisation mondiale de la santé, cette année, en mars 2025, enfin condamne l'ensemble des professionnels de santé qui pratiquent les mutilations sexuelles féminines de par le monde. Un seul exemple, l'Égypte, c'est 80% des victimes qui sont excisées par des médecins. Autre exemple, pour lequel je n'ai pas le chiffre précis, prenons l'exemple de l'Indonésie. Peut-être que certaines d'entre vous travaillent en centre de protection maternelle et infantile ou ont eu des enfants qu'elles ont amenés au centre de protection maternelle et infantile, ou dans leur travail croisent les collègues de la PMI, pour faire rapide. Là, vous imaginez que le matin, vous arrivez, vous ouvrez votre PMI et vous avez une dame qui arrive qui vous dit « Bonjour, je viens pour faire exciser ma fille ». Et c'est normal, parce que c'est la norme. D'où l'importance pour nous qu'on ait obtenu au moins ce combat-là. Et puis les choses ont changé aussi, puisqu'en 2000, on a eu l'arrivée de la réparation chirurgicale. Violette en a parlé un petit peu quand elle a cité le docteur Pierre Foldès pour la formation des médecins. Et c'est la technique toujours du docteur Pierre Foldès qui est utilisée depuis les années 2000 pour la réparation partie chirurgicale. Et là, on s'est retrouvé avec « Ah mais madame, vous avez été excisée, c'est horrible, allez vous faire réparer ». C'est-à-dire que, une fois de plus, on considère que les femmes sont des voitures, il suffit d'ouvrir le capot, de regarder ce qui ne va pas dans le moteur, on change 2-3 bricoles et clac, on referme le capot et tout va bien. Non, c'est beaucoup plus compliqué que ça. C'est pour ça qu'on est arrivé à des projets comme la Maison des Femmes, où il y a une approche holistique, globale de la situation des femmes, et qu'on ne considère pas uniquement telle violence, on considère qu'il peut y avoir un continuum de violences. Tout ceci nous a amené à dire, à écouter les uns et les autres. Et on s'est rendu compte qu'on comptait toujours sur les professionnels, les personnes extérieures, les gentils médecins humanitaires, etc., etc. Toutes les personnes qui étaient des alliés, donc les travailleurs sociaux, effectivement les professionnels médicaux, les associations spécialisées comme Solidarité Femmes que va vous présenter après-midi. Donc voilà, on était dans l'idée que c'était toujours des personnes extérieures au groupe, parce qu'il y a cette image que effectivement toutes les familles sont favorables au maintien de la mutilation sexuelle féminine. Parce que on est, nous, dans une logique où, dans le cadre de l'éducation telle que nous la concevons, c'est le père et la mère qui sont responsables de l'éducation de l'enfant. On n'est pas du tout dans une logique communautaire. Ces familles viennent de familles élargies où il faut tout un village pour éduquer un enfant. S'il faut tout un village pour éduquer un enfant, ça veut dire donc qu'il n'y a pas que le père et la mère qui sont responsables de cet enfant, la grand-mère, l'oncle, la tante ont aussi une obligation par rapport à ces enfants. Et c'est là qu'on tombe dans le paradoxe des mutilations sexuelles féminines. Je suis un bon parent, je suis une bonne grand-mère, je suis une tante, pour que ma nièce, pour que ma petite fille puisse un jour être reconnue au sein de notre communauté, il faut qu'elle en passe par l'excision. Si
elle ne passe pas par l'excision, il y a un risque de bannissement, il y a un risque de mise à l'écart, et surtout le sacrilège, elle ne va pas pouvoir se marier à l'intérieur de son groupe social d'appartenance. Donc pour éviter tout cela, moi, je ferme les yeux sur la douleur et la souffrance que ça représente parce que je veux le mieux pour ma nièce, pour ma petite fille, etc. Sauf qu'on a commencé à se poser des questions. Parce que quand on regardait les statistiques dans les pays d'origine, quand vous regardiez à titre individuel ce qu'en pensaient le père et la mère, c'était « moi j'y suis défavorable, moi j'y suis défavorable » et on avait de plus en plus de personnes défavorables. Femmes comme hommes, hommes comme femmes. Et quand on regardait la prévalence dans les pays d'origine, on se disait c'est pas possible, on a 80% des personnes qui sont opposées aux mutilations sexuelles féminines, mais il y a 90% de pratiques, donc de personnes survivantes des mutilations sexuelles féminines. Donc il y a un vrai décalage. Il faut qu'on comprenne, il faut voir dans quel mécanisme ça se trouve. Et là, petit à petit, en réfléchissant à plusieurs, parce que c'est toujours en réfléchissant à plusieurs qu'on est meilleur, on a réfléchi sur le rôle que pouvaient jouer les parents au sens large, donc les frères, les sœurs, les cousins, les tontons, les tatas, les grands-mères, les grands-pères, et qu'ils pouvaient être eux aussi des parents protecteurs, qu'ils pouvaient eux aussi avoir la capacité de s'opposer à l'excision de leur enfant. Alors dans les pays d'origine, ça peut être très compliqué et certains effectivement doivent fuir via la route de l'asile pour venir en France pour éventuellement avoir leur enfant protégé. Mais pour les personnes, et c'est la grande majorité qui sont en France depuis un certain temps, donc on a eu la vague des primo-arrivants 82 000, où c'est une certaine approche des mutilations sexuelles féminines. Leurs filles maintenant ont 25 ans ou plus et voire à leur tour sont mères. Donc c'est encore une autre façon d'aborder la thématique avec des personnes qui sont de la première ou de la seconde génération. Ça n'a strictement rien à voir avec la première génération. Donc il y avait tout ce travail-là à faire. Et donc on a décidé, à plusieurs, c'est parti d'une initiative, c'est vraiment associative, de créer un passeport parent protecteur. Alors ce passeport parent protecteur, il existait déjà dans un certain nombre de pays, dont l'Allemagne, la Belgique, etc. Et nous, en France, dans le cadre du plan régional de lutte contre les mutilations sexuelles féminines qu'on a signé en février dernier, le 6 février est la journée internationale de lutte contre les mutilations sexuelles féminines. Donc on a lancé le plan 2025-2028. Ça en a mis 3 ans avant de lancer ce plan. Et pendant 3 ans, j'ai bassiné tout le monde, ministère, préfet, machin, etc., sur le fait que je voulais un passeport parent protecteur. Donc on m'a dit non, on va pas mettre le bleu, blanc, rouge avec ton histoire de passeport. En plus, si c'est le logo de la préfecture, tout le monde va comprendre de travers et ça veut dire que nous on s'engage. Puis en plus, j'ai le droit, oui, mais alors, tu te rends compte, c'est écrit en arabe et on va pas mettre le logo de la préfecture sur la langue arabe. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà, c'était un peu compliqué. Alors heureusement, on a des partenaires géniaux comme la ville de Paris qui ont dit nous on s'en fout, on y va, allez vas-y cocotte, on y va. J'ai mes copines d'ACPPT qui travaillent à Tours, elles ont réussi à convaincre le préfet. Ça a été les premières en France, en Indre-et-Loire, à convaincre le préfet qui pouvait mettre son logo à côté d'un passeport parent protecteur. Alors, j'ai choisi de ne pas vous faire de PowerPoint aujourd'hui, mais bon, voilà, parce que avec Camille, qui est donc ma collègue qui m'accompagne aujourd'hui, on vous a apporté ces passeports pour que vous puissiez les prendre en main, les regarder, vous en servir et savoir vous pouvez nous solliciter pour qu'on vous en envoie d'autres, parce que l'idée, c'est maintenant de porter un regard différent et de comprendre que ces parents ne sont pas tous volontaires par rapport à cette mutilation. Bien souvent, ils ne savent pas comment s'y opposer. Ils utilisent le fait d'être en France. Et moi, ça me crève le cœur quand j'ai une maman qui me dit, et on en a eu des jeunes filles comme ça, regarde, elles n'avaient jamais mis les pieds dans le pays d'origine de leur famille parce que leur mère, pour les protéger, les a gardées sur le territoire national. Et ça fait mal au cœur parce que ces jeunes filles, elles auraient pu bénéficier de la double richesse ou de la triple richesse ou de la quadruple richesse de connaître le pays d'origine de leur famille et de leurs parents. Donc voilà ce qu'on a créé. On compte sur vous donc pour en assurer la plus large diffusion possible et essayer de nous aider à faire entendre que c'est pas parce que je prends une image rapide et j'en finis là. C'est pas parce qu'on est africain subsaharien qu'on est obligatoirement venant d'une communauté pratiquant les mutilations sexuelles féminines. On peut être africain subsaharien
Je prends l'exemple du Mali. Par exemple, au nord du Mali, on ne pratique absolument pas les mutilations sexuelles féminines. Mais l'image du Mali, c'est que c'est un pays où toutes les femmes sont excisées, comme en Guinée, quasiment. Donc, c'est important de faire entendre ça. C'est important de faire entendre aussi qu'il y a d'autres communautés concernées, notamment en Asie et au Moyen-Orient, et qu'on n'a pas le droit de laisser ces petites filles-là sur le côté parce que peut-être qu'elles s'expriment moins, peut-être qu'on connaît moins leurs problématiques, mais elle est tout aussi réelle que celle des petites filles africaines subsahariennes. Voilà, merci beaucoup. Non? Ça marche. Ah, il y a une question tout là-bas au fond dans la montagne. Coucou! Il y en a une plus devant. Il y en a une dans la montagne. Ça vous dérange pas? Bonjour. J'avais une question par rapport au passeport. Dans la pratique, comment ça fonctionne, quel est l'objectif, comment ça se met en place, voilà, pratico-pratique. Donc, pratico-pratique. Je vous donne un exemple très concret. Il y a 2-3 ans, un petit peu plus maintenant, j'ai eu plusieurs appels de procureurs de la République qui me disaient « Je ne comprends pas, j'ai des pères qui sont venus me voir, qui m'ont demandé une interdiction de sortie du territoire pour leurs filles, alors qu'ils sont en situation régulière et que rien n'empêche le départ de leur enfant. » Je dis « Oui, mais ces pères-là, ils ne savent pas comment s'opposer à la grand-mère au pays d'origine et ils ne savent pas comment lui faire comprendre que c'est interdit par la loi en France. Parce que la grand-mère, même si c'est interdit en Guinée et même s'il y a des procès en Guinée, la loi, c'est pas son problème. Ce qui l'intéresse, c'est la tradition et le respect des ancêtres. Donc on s'est dit, si on fournit aux personnes un petit passeport extrêmement synthétique qui rappelle qu'est-ce que les mutilations sexuelles féminines, qui rappelle qu'est-ce que la loi en France, et en précisant bien que quelle que soit votre origine, quel que soit votre statut, votre enfant est protégé puisque résident sur le territoire national ou né sur le territoire national. Il n'y a pas les histoires de à 13 ans, on obtient la nationalité française, le droit du sol, machin, etc. Ça ne joue pas. Tous les enfants sont protégés des mutilations sexuelles féminines. Et puis, voilà. Donc, je sous-signais monsieur ou madame Attel, père, mère, oncle, cousin, frère, sœur de mademoiselle Intel, je m'engage lors de mon prochain séjour au pays d'origine de telle date à telle date que mon enfant sera protégé. Donc en fait, vous pouvez aussi très bien joindre si vous allez voir un professionnel de santé, ça peut être à la maison des femmes ou ailleurs, qui vous fait un certificat médical. J'ai vu l'enfant tel jour, telle heure avant le départ et je constate qu'elle n'a pas subi aucune mutilation et je le réexaminerai à son retour pour vérifier que tout s'est bien passé. Je devrais en informer les autorités compétentes si jamais, malheureusement, il s'était passé quelque chose. Ça aide les parents. Il ne faut pas voir ça comme une sanction, c'est une aide supplémentaire que nous leur donnons, d'une part parce qu'on leur fait confiance, parce que la majorité d'entre eux ne sont pas favorables au maintien de la pratique, cependant ils n'ont pas le choix, parce qu'ils sont pris par la pression sociale, ils sont pris par la pression familiale, ils ont un conflit de loyauté parce qu'ils ont quitté leur pays d'origine, ils sont très en difficulté parfois pour comprendre nos réalités à nous, et notamment la place que les femmes occupent dans la société française, par comparaison à leur société d'origine, parce que pour bien comprendre, quand on est migrant, on quitte son pays d'origine avec une certaine image. Et on part en émigration. Et on reste avec l'image qu'on a laissée derrière soi, alors que le pays d'origine, il a continué à évoluer. Mais pour le migrant, pour la migrante, c'est pas du tout la même chose. Donc on se rattache à ce qu'on connaît, des valeurs identitaires qu'on appelle refuge, dont les mutilations sexuelles féminines. Donc là, c'est vraiment un outil supplémentaire. Moi, pour ceux qui sont nés avant une certaine date, à l'époque, les papas utilisaient des cassettes audio, donc c'était des petites cassettes qu'on mettait dans des appareils qui fonctionnaient à pile, parce qu'au village, il n'y avait pas d'électricité. Et sur ces cassettes, ils expliquaient en soninké, en bambara, la langue que vous souhaitez, en peul, qu'ils ne souhaitaient pas que leur enfant soit excisé. Maintenant, on passe par le téléphone portable, on part par WhatsApp, on utilise d'autres moyens, mais c'est pareil. Mais le fait d'avoir un écrit, ça peut changer des choses aussi. Parce que, bon, il y a aussi du point de vue de la famille au sud, il y a aussi, oh oui, chez les Blancs, c'est un peu bizarre, donc on peut comprendre. Ils ont des trucs un peu bizarres, puis eux, ils passent par l'écrit, ils passent pas par l'oralité. Donc ça apporte du poids. Voilà.
C'est juste un petit outil supplémentaire. Il y avait une autre question devant. Oui, madame. Bonjour, Isabelle Géromba, donc je suis éducatrice spécialisée et j'ai pas mal bossé avec le GAMS il y a 25, quoi, bon voilà. Mais et vous nous avez énormément aidé. Je travaillais en CHRS avec des femmes qui avaient souvent été excisées et notamment je pensais à une dame que j'avais, avec qui j'ai gardé des contacts d'ailleurs, malienne, qui, quand elle est arrivée en France, elle me dit « Mais Isabelle, voilà, moi je vais avoir un enfant, je vais avoir une fille là. Où est-ce que je peux faire exciser ?» Alors elle ne disait pas le terme exciser parce que le terme exciser ne se dit pas spécialement. Mais voilà. Et elle dit comme vous toutes. Et elle dit comme vous toutes parce que pensant que nous, femmes françaises, voilà, nous étions toutes excisées. Et lorsqu'elle a découvert que nous n'étions pas et que voilà, on avait d'autres pratiques, et que, voilà, etc. Elle a eu vraiment, elle est tombée en fait de très haut. Alors bien sûr, elle n'a pas fait exciser sa fille, mais surtout maintenant, elle milite d'autant plus. Voilà, juste par rapport à ça. Et autre chose, il y a un très beau film qui date maintenant un petit peu, mais qui est Le Moladé d'Ousmane Sembène, qui est assez magnifique, sur la question un petit peu de comment une mère protège sa fille dans le village par différents moyens qu'elle trouve, et notamment avec ce fil de protection devant la porte. Voilà. Et enfin, juste, j'ai aussi j'ai eu des femmes qui protégeaient, des mères qui ont protégé leurs filles en disant qu'elles étaient excisées et elles ne l'étaient pas. Double traumatisme, donc ça partait d'une bonne intention, mais quand elles sont allées voir, notamment dans le cas de consultation transculturelle avec Marie-Rose Moreau, entre autres, elles ont ce vécu-là, tout en ne l'ayant pas vécu physiquement, mais psychiquement, elles l'ont vécu. Et donc, il y a eu toute une question de déconstruction et un travail vraiment à faire aussi là-dessus. Donc voilà, en tout cas, merci vraiment pour votre action parce qu'elle continue à nous faire réfléchir. Merci. Donc merci. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a d'autres commentaires, questions? Tout au fond encore. Ah bah vous n'êtes pas gentil avec la copine de Migration Santé qui va devoir courir partout. Bonjour, je suis Sana Kerabi, je suis assistante sociale. J'avais une question. Est-ce que vous faites des partenariats avec les pays d'origine de ces familles, de ces femmes, notamment pour sensibiliser, on va dire à grande échelle, pour que la pratique disparaisse, si je puis dire. Enfin voilà, sensibiliser les jeunes générations avec les pays d'origine. Merci. Oui, c'est absolument essentiel parce que si vous voulez, nous on était à la création du comité interafricain en 84 à Dakar, qui a créé le plus grand et le premier réseau de lutte contre toutes les formes de violence, pratiques traditionnelles néfastes, et en particulier sur le continent africain. Donc on suit depuis très très longtemps les acteurs et les actrices de terrain. Moi, je vais vous dire, c'est pendant le Covid où je me suis rendu compte de la place que les jeunes avaient pris dans le combat contre les mutilations sexuelles féminines, les mariages forcés et autres violences de ce type. C'est qu'ils m'ont dit, t'inquiète pas, il y a le Covid, mais on va utiliser le Covid pour aller dans les familles, leur faire une sensibilisation par rapport au Covid, nanani nanana, mais en même temps, on va continuer à leur parler des mutilations sexuelles féminines. Donc en fait, ils sont d'une inventivité, moi je suis toujours très admirative. Je vais vous dire, moi je me rappelle d'un séjour au Mali, je suis revenue, j'étais assez désespérée, parce que vous savez, on râle on râle pour un rien, le métro arrive en retard, la SNCF machin, etc., etc. Et tout d'un coup, je rencontre une dame, mère de famille, ce qui n'était pas encore mon cas à l'époque, et qui me raconte qu'elle prend sa mobilette, ensuite elle prend la pirogue, ensuite elle monte sur une dune avec la mobilette sur le dos. Elle monte sur une dune, elle redescend de l'autre côté de la dune et elle va faire sa sensibilisation dans le village. Là, vous vous dites, bon, tes petits problèmes, machin, etc. En fait, j'ai rencontré des personnes tellement extraordinaires. Moi, je n'oublierai jamais cette dame au Burkina Faso, ce qui peut nous paraître, nous, complètement abstrait.
Mais imaginez que cette dame, en allant faire sa sensibilisation, elle a été attaquée par un animal sauvage. Cet animal sauvage lui a quand même enlevé quasiment la moitié du visage. Bon. Et la dame me dit, de toute façon, là, je suis rétablie dans X temps et je repars. Voilà, elles ont une force, quelque chose que vous n'imaginez pas. Et personnellement, une des raisons qui, moi, me fait tenir depuis aussi longtemps, c'est d'entendre leurs témoignages, de voir ce qu'elles sont capables de faire dans des conditions qu'on n'imagine absolument pas. Rien que ça doit nous donner de se dire, si elles y arrivent, voilà, où je pense aux gangs des saris roses, par exemple, en Inde, où j'ai plein d'exemples comme ça, d'hommes alors de plus en plus d'hommes, d'ailleurs, mais surtout d'exemples de femmes qui ont bravé tous les dangers pour garantir la sécurité des enfants, des jeunes filles, etc. Un autre exemple que j'adore prendre, c'est celui du Burkina Faso. Alors ça c'est vieux pour vous parce que Chirac, certains savent même pas qui c'était, mais enfin bon bref, à l'époque il était président de la République française, voyez-vous. Et donc il arrive au Burkina Faso et on découvre avec stupeur qu'en fait les femmes qui l'accueillent lui font la danse de l'excision. C'est-à-dire que, je vous explique, les jeunes générations avaient été voir les anciennes pour savoir quel chant et quelle danse on faisait en termes de solidarité lors de l'excision, mais sans pratiquer l'excision, ce qu'on appelle les rites alternatifs maintenant. Et donc, ça devenait l'emblème du Burkina Faso, qui a été quand même, dès 75, Thomas Sankara a fait les premières campagnes radiophoniques en langue locale, en Mossi, pour l'abandon de l'excision. Donc c'est très symbolique. Et de se dire qu'un président de l'État français qui arrivait au Burkina Faso, il était accueilli par la danse des femmes excisées. Donc c'était quand même assez extraordinaire. C'est pour vous montrer que, avec peu de moyens, bon, je ne vais pas vous dire qu'en France, on a pléthore de moyens. Hein, je ne vais pas rentrer dans... Non, on n'a pas pléthore de moyens, mais avec peu de choses, on peut réussir à... Voilà. Alors, c'est pas suffisant, on aimerait pouvoir faire plus, etc., etc. Nos ressources humaines sont extrêmement limitées. Mais on essaye au maximum, en tout cas. Voilà. Oui, bonjour. Oui. Oui, bonjour. Je voulais savoir si le passeport permet l'obtention d'un titre de séjour au niveau juridique, par exemple. C'est pour ça que le préfet ne voulait pas que j'en ai, que j'en fasse. Oui, non, malheureusement, ça ne donne absolument pas. Mais si vous voulez, une petite fille, par exemple, qui a obtenu la protection internationale, donc l'asile politique par la France, elle est protégée de 0 à 18 ans. D'accord, puisqu'elle est placée sous la protection de l'OFPRA. Donc ça, il n'y a pas de souci. Mais cette même sa cousine, dont le père et la mère sont arrivés en France depuis 10 ans, ont un titre de séjour en situation régulière. Si ils veulent, par exemple, faire une opposition à sortie du territoire parce que l'autre parent veut emmener l'enfant pour la faire exciser, il y a 15 jours de protection. Et quand vous demandez à un magistrat, ça va être 2 ans maximum pour l'interdiction de sortie du territoire. Donc actuellement, là, je me bagarre, moi, sur comment on fait pour que toutes les petites filles aient les mêmes garanties. Et je trouve que le passeport est une façon symbolique, malheureusement, ça ne joue pas sur les papiers, pour aider les familles, en tout cas, qui le souhaitent et qui en ont bien besoin, je pense, pour certaines. Il y avait une autre question, il me semble. Oui. Moi, là. Oui, je vois rien. Oui. Alors moi, c'était une question aussi sur le passeport parent protecteur. Je voulais savoir à quel point, est-ce que vous avez vu qu'il y avait des changements au niveau de la protection ? Enfin, est-ce que ça a eu un réel impact ? Parce qu'en fait, j'ai du mal à voir comment ça peut... quand les personnes retournent dans leur pays d'origine, à quel point ça peut protéger... et que ça peut protéger les parents de l'influence de la famille autour, en fait. Alors, je vais vous donner un exemple qui était avant qu'on ait le passeport. Je pense à ces 2 petites filles, 2 jumelles. La maman était suivie en psychiatrie et on savait que cette mère, lorsqu'elle partait au pays d'origine, elle a arrêté tout traitement occidentale, elle prenait les traitements locaux et que quand elle arrêtait ces traitements dits occidentaux, de la médecine dite occidentale, elle n'était plus en capacité de s'opposer à quoi que ce soit. Donc on était très inquiète pour ces 2 petites filles. Alors là,
La psychiatrie me dit mais écoutez c'est pas notre problème. La PMI me dit à l'époque oui mais est-ce que c'est vraiment notre rôle à nous tatati tatata. Donc moi je pique une grosse colère et je fais un courrier où je dis voilà les enfants machin quittent le pays tel jour telle heure, vont revenir tel jour telle heure. Elles ont été examinées à la PMI avant leur départ, elles seront examinées au retour. Pour vérifier qu'il leur a rien arrivé. S'il leur arrive quoi que ce soit, la mère ira directement en prison. C'est simple. Et ben, quand cette maman est rentrée en France, elle nous a raconté qu'en fait, c'est l'instituteur du village qui était pour l'abandon de l'excision, qui a lu cette lettre à tout le village pour leur dire ces petites filles, elles sont protégées. On n'a pas le droit de leur faire du mal. Vous voyez ce que je veux dire ? Ça peut vous paraître ridicule, symbolique, tout ce qu'on veut. Mais à partir du moment où on pose Madame a dit tout à l'heure, je suis assistante sociale et je favorise l'accès aux droits des personnes, c'est ça. C'est donner la possibilité aux gens d'avoir des droits et de pouvoir les faire appliquer. Parce qu'il n'y a pas de raison que dans un pays comme la Côte d'Ivoire ou le Sénégal qui condamne les mutilations sexuelles, ou le Burkina Faso, qui condamne les mutilations sexuelles féminines, on ne fasse pas respecter la loi non plus du Burkina, ou on ne fasse pas non plus respecter la loi de la Côte d'Ivoire. C'est pareil pour la France. Il n'y a pas de raison. Voilà. Merci. Si je pouvais poser une petite question, j'en profite. Profitez, la dame est là. Oui. Alors, par rapport à la France, combien de cas de victimes sont recensés au niveau des mutilations féminines Alors, on en a 139 000 femmes survivantes des mutilations sexuelles féminines résidant sur le territoire français. On sait qu'on a que les enfants nés après 1995 ont un risque beaucoup moins élevé, à l'exception notamment sur le plan quantitatif de la Seine-Saint-Denis, parce que malheureusement, Seine-Saint-Denis, on a encore 2 à 3% d'enfants nés de parents primo-arrivants où il y a un risque encore de mutilation sexuelle féminine. Donc on est très attentif à ça. Il y a toute la question, alors vous savez qu'on a plein de catégories maintenant, la catégorie primo-arrivants, moins de 5 ans sur le territoire français, et on a plein de familles qui viennent d'arriver, qui n'ont pas eu la chance pour certaines d'avoir une sensibilisation, donc il faut poursuivre le travail ici et les aider à prendre conscience de la gravité de ces faits, parce qu'on en meurt. En fait, là, mes collègues de Birmingham ont fait... C'est la première étude que je vois là-dessus, c'est dans les pays qui pratiquent les mutilations sexuelles féminines, la 4e cause de mortalité, ce sont les mutilations sexuelles féminines. Donc ça veut dire que si on arrête cette pratique, on va enlever on va en tout cas... on peut espérer que les personnes puissent vivre en bonne santé le plus longtemps possible, sans risquer leur vie lors de leur excision, sans risquer leur vie lors du mariage, sans risquer leur vie lors de la première grossesse, etc. Merci. Et si je peux me permettre une dernière question, dans le cadre, tout à l'heure en préambule, vous nous avez posé la question, quand est-ce que vous avez vraiment entendu parler ou pris connaissance de l'excision ? Pour mon cas, c'est dans le cadre de la formation civique, où on parle d'excision, parce que dans le cadre de la formation civique prescrite par l'OFI pour un public étranger signataire du contrat d'intégration républicaine, les missions qu'on a en tant que prestataire de l'OFI, c'est rappeler les droits et les devoirs sur différentes thématiques, la santé, la parentalité, etc. Et la première fois où j'ai pris connaissance de l'excision, je ne connaissais pas du tout, c'est quand j'ai dû animer la formation civique. Et c'est aussi à la rencontre au niveau des échanges avec le public que j'ai pris connaissance réellement de ce qu'était l'excision. Et j'ai appris notamment par les témoignages des personnes que je recevais que cela pouvait être pratiqué vraiment sur des petites filles à un âge très jeune. Et je voulais vous poser la question au niveau de ce que vous connaissez, à partir de quel âge est pratiquée généralement l'excision ? Alors, on a l'image on parlait de Mouladé, du rite de passage qui permettait passer de l'enfance à l'adolescence. C'était un rite de passage effectivement qui concernait les pré-ados et les ados. Aujourd'hui, on excise effectivement la majorité des victimes à moins de 5 ans.
C'est-à-dire que la majorité vit à moins de 50 ans. Déjà, ça c'est un premier fait. Et effectivement, dans certains pays, on excise les enfants avant l'âge d'1 an, ce qui n'est pas sans nous poser problème, parce qu'avant l'âge d'1 an, les enfants n'ont pas d'endorphine. Donc ils n'ont pas la possibilité. Vous savez que nous, le cerveau, on voit quand on se fait mal, où que ce soit, de n'importe quelle manière que ce soit, le cerveau envoie une information pour calmer la douleur. Le bébé, avant l'âge d'1 an, il l'a pas. Au même titre qu'il n'a pas de réglage pour la température, il peut avoir très très froid ou avoir très très chaud parce qu'il n'y a pas de système de thermostat. Et comme en Europe, on a pratiqué les opérations à cœur ouvert sur les enfants jusqu'à très récemment sans anesthésie, on pensait que les bébés souffraient pas. Et en fait, le traumatisme qu'ont ces enfants est beaucoup plus conséquent puisqu'on n'est pas capable de mesurer la douleur. Par exemple, quand vous connaissez maintenant l'échelle de la douleur, on vous montre sur une échelle de 1 à 10, il faut comprendre que les bébés, ils n'ont pas cette échelle-là. Donc la douleur, si elle est à 10 pour vous, elle va être à 100 pour eux ou 1000 pour eux et on n'a aucun moyen de la mesurer. C'est pour ça Alors, il ne s'agit pas de militer pour remonter l'âge du mariage, c'est simplement faire entendre aux populations que c'est peut-être pas la solution. Voilà. Parfois on milite, oui, ça peut paraître bizarre, on milite contre soi en disant aux familles, oui, il faut peut-être attendre, voilà, on gagne du temps, on négocie, on fait de la médiation. Enfin voilà, il faut jamais oublier que chaque minute gagnée, chaque seconde gagnée est peut-être la possibilité de réussir au final à protéger cet enfant. Donc ne jamais rien négliger. Je vous en prie. Je vais céder la parole à un autre. Juste une question directe, mais d'une manière synthétique. Devant vous, une femme qui est dans la croyance, il croit ce qu'il fait, et même que c'est une mission comme parent, et aussi comme collectivité, village, et aussi comme histoire, coutume, juste, etc., etc. En face, une autre croyant à la loi, qui est valable pour tout le monde, à l'égalité. Donc, donnez-moi au moins 3 arguments d'une manière explicite. Vous avez devant vous une femme qui croit. Est-ce que, voilà, c'est juste... Alors déjà, je lui ai demandé si elle-même, elle n'a pas vu des personnes décédées autour d'elle, sa sœur, sa cousine, le jour de son excision. Est-ce que elle-même, elle a des problèmes et des difficultés pour mettre au monde des enfants? Ou est-ce qu'elle n'a pas une cousine, une sœur, une mère, etc., qui n'est pas décédée en mettant au monde des enfants? Donc quand vous abordez les choses sous l'angle de la fécondité, moi je me rappelle les premières causeries auxquelles j'ai assisté au fin fond du Mali, pour le coup, c'était extraordinaire, c'est-à-dire qu'à la nuit tombée, vous aviez tout le village qui se réunissait, on avait un débat et un échange sur le sujet, et tout d'un coup, vous aviez des gens qui ouvraient des yeux extraordinaires en disant « mais je comprends pas, nous on faisait ça pour améliorer la fécondité des femmes, on n'a jamais fait ça pour leur empêcher de mettre au monde des enfants ou pour ralentir le nombre d'enfants qu'elles auront. » Je vous donne un autre exemple. Si on prend par exemple une femme qui est croyante et qui est de confession musulmane et qui vous soutient mordicus parce c'est dans le cadre de sa religion qu'elle le fait, vous lui dites c'est bizarre parce que à Al-Azhar fait régulièrement, donc la grande université théologique du Caire fait régulièrement des fatwas rappelant que c'est absolument interdit et proscrit par la religion musulmane. Vous voyez ce que je veux dire? C'est que on trouve toujours des arguments. L'essentiel, c'est d'être de bonne foi. Et je vais vous dire aussi, là où je suis, où ça rend un certain nombre d'entre nous malades, c'est que depuis 30 ans, les mariages précoces et les mutilations sexuelles féminines diminuaient dans les pays d'origine de façon drastique. Et ce, grâce à l'école. Dès que les femmes et les jeunes hommes et les jeunes femmes avaient accès au moins à l'école primaire, il y avait une diminution de la pratique. Donc là, aujourd'hui, moi, je pense que pour lutter contre la violence, on a parlé de l'EVARS en France, je pense qu'effectivement, c'est un moyen de prévenir dès le plus jeune âge le risque ensuite de violences à caractère sexuel et sexiste. Et je pense que c'est pareil pour toutes les formes de mutilation, même si à un moment, on atteint une limite. On n'aurait pas autant de féminicides en France si on n'avait pas atteint la limite. Mais en tout cas, dans un premier temps, la scolarisation permet de faire reculer ces pratiques. Et ça, c'est absolument essentiel. Merci.
Merci Madame Isabelle Gillette-Faye pour votre intervention. Par rapport aux questions, dans la mesure où nous avons une autre intervenante, il y aura un temps d'échange qui sera programmé, donc ce sera aussi l'occasion de revenir sur votre question.